France O. Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère qui rime avec étagère contenant des milliers de CD sur le meilleur de la pensée, de l'histoire et des arts, mais aussi des chants d'oiseaux des îles, les bruits de la forêt amazonienne, les sons du fond des océans ou l'ambiance sonore du temps des dinosaures. Mais surtout, un patrimoine musical incomparable, fait d'intégrales et d'inédits, avec un accent mis sur le jazz et les musiques du monde. Nous recevons Patrick Frémaux, l'éditeur sonore de Frémaux et Associés. Chez Frémaux, il ne manque que les odeurs, contrairement au goût de l'enfance d'Anne Bonneau, qui sent bon l'encaustique. Quand elle était petite à La Réunion, faute de tablettes, Sarah prenait plaisir à cirer la table familiale. Pour son Speak French, Jean-Marie Chazot s'est inspiré de France d'Outre-mer, une anthologie des musiques traditionnelles éditée par Frémaux. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Patrick Frémaux. Bonjour. Comme Joséphine Baker, vous avez deux amours sur le plan linguistique, l'anglophonie, très présente dans votre catalogue musical, et la francophonie, mieux représentée en texte qu'en musique ? Oui, et d'ailleurs, pour continuer à paraphraser Joséphine Baker, quand Paris savait se métisser d'amour, puisque toute l'histoire du catalogue Frémaux, c'est finalement l'histoire de la mondialisation, des mélanges, qui ont d'abord été douloureux, puisque c'est le commerce triangulaire, avec tous les rythmes africains qui sont arrivés sur les ports de toutes les côtes d'Amérique, et qui vont donner le samba à Rio de Janeiro, la biguine à Fort-de-France, la salsa à Cuba, et le jazz à la Nouvelle-Orléans. Alors je me demande, ce qui vous intéresse le plus, ce n'est pas la phonie tout court, c'est-à-dire le son. Certains franchissent le mur du son, vous avez l'amour du son, c'est même une passion, jusqu'à vous demander ce qu'on entendait du temps des dinosaures sur Terre, c'est ça ? Je réponds. Donc ça, c'est un projet scientifique où il fallait reconstituer pour les besoins des musées, les besoins d'espaces scénographiques, quelles pouvaient être les ambiances au Jurassique. Et donc il y avait deux techniques, soit de mouler dans des caoutchoucs, dans du plâtre, les pharynx et les larynx des dinosaures tels qu'ils avaient été retrouvés et mettre de l'air pulsé, soit parce qu'on sait que globalement les oiseaux descendent des dinosaures, par des effets de ralentissement et de calcul physique, et bien retrouver à partir des sons d'oiseaux les véritables sons préhistoriques des dinosaures. Et cette reconstitution qu'on entend là, on y est arrivé après des tâtonnements ou bien il a fallu faire une espèce de laboratoire sonore ? Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat-là ? Alors de toute façon, que ce soit les sons d'oiseaux factices, ce qui est le cas de ce CD qui est rare, ou la totalité des biotopes naturels tels qu'on les a édités, pour 1 heure d'enregistrement parfait, il a fallu des mois d'enregistrement et ensuite des semaines de montage pour arriver à la chose parfaite où on aura toutes les espèces, où on aura toute la perspective acoustique et où on aura quelque chose qui sera la perfection finalement du théâtre sonore naturel. Qui sont les associés, Patrick Frémaux, de Frémaux et Associés ? Alors, c'est Claude Colombini qui a fondé l'entreprise avec moi et qui s'occupe plus de la partie des disques parlés. Et vous aviez évoqué la francophonie, puisqu'on est les éditeurs de Sangor, de Césaire et de plein d'autres auteurs. Et puis, c'est les directeurs artistiques, les directeurs de collection, les auteurs, tous ceux qui participent par vocation ou je dirais par spécialisation à sauver des parties du patrimoine sonore dont ils sont les détenteurs, les collectionneurs. Alors si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Patrick Frémaux, dans son portrait coupé-décalé, Corinne Alexia a plutôt l'idée de qui il n'est pas. Qui ne connaît pas Patrick Frémaux ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Ah si, ça vous revient. Frémaux, c'est bien le délégué général du Festival de Cannes, le petit homme pas avare de bons mots qui claque la bise en haut des marches à toutes les stars du 7e art. Non, lui c'est Thierry Frémaux. Et la différence entre Patrick et Thierry, vous la connaissez ? Eh bien, pendant que Thierry fait son cinéma en espérant entrer dans l'histoire, Patrick a déjà les 2 pieds dedans.
Patrick dialogue avec Voltaire et Rousseau, Senghor et Césaire, De Gaulle et Hitler. Pendant que Thierry surveille les nominations au César, Patrick nous dit tout sur Jules César. Pendant que l'un juge les musiques de films, l'autre nous propose toutes les musiques du monde. Thierry Frémaux règne sur le grand écran. Patrick Frémaux nous fait entendre la vie en plus grand. Entre le Thierry Frémaux du Festival de Cannes et vous, Patrick Frémaux, c'est l'histoire d'une disparition. Il manque un E à son nom pour qu'il soit pareil au vôtre. Mais quelle est la place du cinéma dans votre catalogue ? Alors en fait, il y a un certain nombre d'ouvrages sur les musiques de films, en particulier l'apport du jazz aux musiques de l'écran, Barney Whelan, Martial Solal. Il y a la totalité des BO de Claude Bolling. Mais c'est vrai que le cinéma, c'est un art de construction urbain du XXe siècle. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de sauver et de donner à toutes les musiques qu'on pouvait dire traditionnelles ou urbaines et qui n'avaient pas finalement, je dirais, le même prestige que la musique classique, donc le jazz, le blues, le gospel, les musiques du monde, eh bien leur statut musicologique essentiel, soit parce que ça a été des musiques de combat contre le racisme, soit parce que ça a été des musiques culturelles créées de toutes pièces, ou soit parce que ça a été des musiques finalement aussi riches au XXe siècle et qui ont donné ensuite naissance pour le jazz, le blues, au rock, etc. Alors le cinéma, on l'a entendu avec Corinne, c'est les Césars, mais vous, c'est Jules César. Qu'est-ce que vous nous dites de Jules César dans le coffret que vous lui consacrez ? Alors, Frémaux et Associés a un gros département qui a commencé par les archives, qui a été de sauver tout simplement tous les discours des présidents de la République, de Léon Blum jusqu'à Jacques Chirac, qui a été de permettre d'entendre L'étranger de Camus lu par Camus lui-même. Et au fur et à mesure de ce travail, on s'est aperçu à quel point le sonore est un moyen pédagogique et nous avons fait énormément d'ouvrages avec tous les philosophes actuels, Michel Onfray, Luc Ferry, jusqu'à ce que, avec les presses universitaires de France, les PUF, on décide de faire des véritables cours universitaires de 3-4 heures sur des sujets d'histoire, des sujets de philosophie. Et là, vous faites référence évidemment au cours magistral sur Jules César. L'essentiel de votre fond musical est constitué de jazz, c'est par passion personnelle ? Non. Enfin, oui, j'adore le jazz, mais si je n'aimais pas le jazz, il y aurait à peu près le même prorata. Le jazz s'est substitué à la musique classique du XXe siècle comme étant la musique savante, la musique de création et la musique qui a été essentielle dans l'apport intellectuel et culturel. Monsieur n'a pas de encore, depuis sorti Venezuela. Oh, diable, Sabina, pour un passeport pour retourner. Monsieur a tout préparé, il n'y a rien à faire ou bien mettre ça. Vous avez reconnu Patrick Frémaux ? Bah non, c'est un violon type quadrille, donc c'est de l'outre-mer, ça peut être Antilles ou Guyane. Oui, vous y êtes. C'est Agadé Chabinla du Martiniquais Stelio, né Fructueux Alexandre en 1885 aux Anses d'Arlay. Il a grandi, a appris la musique en Guyane. Cet enregistrement où l'on entend la chanteuse Jeanne Rosillette, le violon d'Ernest Léardé, le trombone d'Archange Saint-Hilaire est de 1929. Il a donc tout juste 90 ans. Si on a encore sa trace aujourd'hui, c'est que Stelio a beaucoup enregistré à son époque et avec beaucoup de succès. C'est aussi ça que vous nous faites revivre. C'est finalement des contextes un peu oubliés. Oui, en fait, après le commerce triangulaire, il y a eu ce retour, donc le débarquement, l'arrivée de Sidney Bechet et de Joséphine Baker, le débarquement jazz et blues, mais avant, l'exposition universelle, je crois, celle de 1936, avec l'arrivée des Antillais et Stelio qui va monter le Bal Blomet, qui va monter un club de musique antillaise. Et donc, il va y avoir cet aller-retour. Ouais, je crois que c'est même un peu plus tôt, puisque cet enregistrement est de 29 et il est au Bal Blomet. Oui, donc c'est même plus tôt. Et donc, la musique antillaise va s'installer à Paris. Et d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire à Paris ou à Berlin, on va pouvoir écouter de la musique zigane, de la biguine, les premiers enregistrements de jazz. On va être avant la Seconde Guerre mondiale et pourtant, ce seront des capitales monde.
Alors 10 ans après cet enregistrement, Stelio meurt en scène d'une embolie en 1939. Il a 54 ans. Vos clients qui s'intéressent à ces pages d'histoire musicale qui sont contenues dans vos coffrets, ce sont quoi? Qui? Des institutions culturelles? Des particuliers? C'est personne et tout le monde. Mais là, j'ai encore reçu, il n'y a pas très longtemps, la lettre d'une vieille dame écrite à l'encre de Chine avec des liés et des déliés. Une dame antillaise qui habite à Basse-Terre et qui m'a dit « Merci de nous avoir redonné notre histoire ». Et donc, c'est bien ça le but. C'est d'une part nourrir un peu la nostalgie passéiste de ceux qui ont connu cette période, mais surtout d'offrir, par un travail scientifique, un redécoupage, une restructuration historiographique de qu'est-ce qui a été important dans l'histoire de la musique, y compris ce qui aurait pu être oublié, comme dans l'accordéon musette, et de lui redonner sa juste place historique dans l'histoire de la musique et de la culture. Et il y a un travail de restauration important à effectuer à chaque fois? Oui, il y a un travail qui est assez important. Sur 20-25 ans, Frémaux et Associés a dépensé près de 30 millions d'euros en restauration sonore, plus tout le travail des directeurs artistiques et le travail scientifique à choisir les morceaux et à chaque fois, dans un livret qui est un véritable appareil documentaire critique, offrir les clés de compréhension de nos choix et de l'importance que ça a eu musicalement. Donc j'imagine que vous ne vivez pas des ventes, vous êtes un organisme parapublic, comment ça fonctionne? Alors, non, nous vivons exclusivement des ventes. Le modèle économique de Frémaux Associés a été calculé pour y survivre. C'est complexe. Mais on a fait l'objet aussi de beaucoup de dons, des collectionneurs, des fondations, des successions, des gens qui nous ont permis d'avoir ce matériel et on leur a permis de le diffuser. Francosphère, Dominique Rodrère. Nous sommes en compagnie de l'éditeur sonore Patrick Frémaux de Frémaux et Associés. Il se présente lui-même comme un gardien de la mémoire collective et un résistant dans la tourmente de l'économie culturelle. Nous allons y revenir après cet autre passage mémoriel par le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, en l'occurrence le goût et l'odeur de l'encaustique pour Sarah à La Réunion il y a un demi-siècle, quand on se distrayait en accomplissant des tâches ménagères. On passait l'encaustique le lundi matin. La bonne passait l'encaustique le samedi et elle ne venait pas travailler le lundi. Donc, nous, c'était la brosse coco et tout ça. Il n'y avait pas d'aspirateur, il n'y avait rien. La brosse coco, le patin, le balai et puis voilà. Je me suis laissé dire beaucoup de bien de vous. J'ai un rapport de M. de Biche. Rouge, c'était pour les paquets bois. Donc, ou alors les bétons rouges. Mais nous, c'était du carrelage, donc il fallait absolument l'encaustique jaune. Ah, c'est quelque chose de spécial, une vieille recette. Bientôt, tu la connaîtras. Comment ça s'appelle le jaune, là, la boîte jaune, je ne me rappelle plus. C'est une boîte jaune, je me rappelle, parce qu'on ne trouvait pas souvent. Il fallait aller dans le magasin à Saint-Denis pour trouver. Et c'était pour le carrelage, hein. On se mettait à genoux pour passer l'encaustique aussi, voilà. Donc, chacun son tour, une fois la bonne, une fois nous. C'est réellement bon. J'aime travailler avec vous. Ah oui, bien même. Merci. Bien même. Quand j'étais gosse, ça m'amusait beaucoup, mais maintenant, plus beaucoup de temps. On n'avait pas d'autre chose à faire, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait rien, c'était ça. Hein. Pas de mobile, pas de Facebook, pas de tout ça. Donc c'était ça, voilà l'encaustique. Des odeurs d'enfance vous ont-elles marqué, Patrick Frémaux? Oh oui, je pensais à l'odeur quand j'étais petit dans la maison de mes parents dans le Var. L'odeur de la garrigue, du maquis et du mimosa qui vient parfumer d'une manière sucrée et qui est restée d'ailleurs tellement importante pour moi que j'achète toujours des savons au mimosa. Et au moment où je lisais La gloire de mon père et le château de ma mère, donc j'étais en 6e ou 5e, j'avais 11-12 ans, il y avait cette odeur-là. Et j'ai mis 20 ans à convaincre la succession Pagnol pour qu'on ressorte, et on l'a réédité, La gloire de mon père et le château de ma mère, raconté par Marcel Pagnol lui-même. Et pour moi, il y a un lien entre cette odeur, ce texte magnifique. Et des goûts alimentaires, ils étaient provençaux également?
Oui, bien sûr. De toute façon, lorsqu'on découvre les Antilles, évidemment qu'il y a une fusion entre la biguine, le tiponche et les acras de morue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un ensemble, et je dirais même l'humidité de l'air, parce qu'on regoute des acras de morue et un tiponche à Paris, non, c'est pas la même magie. Dans tous les sons que vous collectez, quel est l'effet Madeleine ? Il est extrêmement fort, aussi bien quand on collecte un biotope naturel, quand on collecte de la musique ou quand on entend Sangor dans sa propre voix. Il y a une espèce de réalité incarnée dans le son seul que le son plus image a beaucoup moins, puisqu'il offre finalement un imaginaire qui est affranchi, alors que le son seul, c'est un imaginaire qui est illimité. En évoquant les tablettes et les réseaux sociaux comme le fait Sarah, est-ce qu'elle ne remue pas le couteau dans votre propre plaie ? Parce que quel sens est-ce qu'il continue d'y avoir à votre très volumineuse CD-Tech à l'heure de la dématérialisation, alors que tout se retrouve en ligne, Patrick Frémaux ? Alors de toute façon, 95% du catalogue Frémaux Associés est en ligne, donc on participe à cette diffusion qui est devenue massive. Après, tout le problème, c'est que les critères de rémunération sont totalement différents et que l'économie de l'industrie musicale et l'économie culturelle en général est remis en cause parce que les gens qui possèdent la mise en ligne ne sont pas ceux qui produisent les contenus. Alors comment est-ce que vous allez vous en sortir dorénavant ? Nous ne savons pas encore. Chaque année, on doit réinventer les capacités de survie et le modèle économique. Le législateur est extrêmement en retard. Mais de toute façon, c'est bien pour ça que c'est un métier de vocation et pas un métier qui répond à des critères purement mercantiles en tout cas. Voilà. Est-ce que avec votre bibliothèque sonore, vous vous sentez un peu comme les dinosaures du début de l'émission ? Oui, de toute façon, il y a une telle accélération du temps, des technologies, etc., que je pense vous-même dans le métier de la radio, à 15 ans près, on se sent toujours un dinosaure de quelque chose et en même temps le détenteur d'une vérité, le détenteur de quelque chose qui vaut plus dans son esprit que ce que la matière voudrait nous faire croire. Je suis un feignant. En fait, cela n'a rien de surprenant. Je suis un feignant. Même de dormir, je trouve ça fatigant. Pas étonnant. Pour moi de chanter, ça soit trop crevant. Bien avant le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. L'Antillais-Guyanais Henri Salvador chante « Je suis un feignant ». On vient d'en entendre la fin. Vous le publiez dans Mes Inédits de Salvador, janvier à juin 58. Salvador, il fait partie des artistes que vous avez très bien servis. Pourquoi lui ? Oui, on a même fait une intégrale. Parce que c'est comme Joséphine Baker, c'est quelqu'un qui traverse le siècle en nous faisant croire que le racisme n'existe pas, dans une espèce de bonhomie, d'intelligence et de subtilité, comme Louis Armstrong finalement. Qu'est-ce que ça dit en creux alors ? Ça dit en creux que tout doit être sublimé, et comme d'ailleurs le début de l'œuvre de son frère, comme Pierre-Louise, ce sont comme Joséphine Baker, ce sont des sublimations. Vous l'avez connu personnellement ? Oui, j'ai eu la chance de le connaître. Il a été très très heureux du début de l'intégrale. Il a connu, je crois, les 2 ou 3 premiers volumes. Et c'était quelqu'un d'une intelligence de l'acte et de la philosophie de vie. Et tout s'est formalisé dans son répertoire artistique. Et parmi tous ceux que vous avez publiés et que vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer, lesquels auriez-vous aimé connaître, Patrick Frémaux ? Bien, c'est vrai que Stélio, dont on a fait l'intégrale,
clarinettiste martiniquais qui était l'équivalent du Louis Armstrong de la Big-In. Pas avec le même retentissement, malheureusement pour lui. Enfin, à l'époque. À l'époque, oui. Oui, à l'époque, quand même. Voilà, c'est bon. Et puis, j'aurais voulu, rencontrer Paul Léoto, j'aurais voulu rencontrer Giono, j'aurais voulu rencontrer tous les gens qu'on a réédité, mais voilà, j'ai la chance de travailler avec mes contemporains, qui sont principalement des philosophes et des historiens. Mais c'est vrai que moi, je préfère de toute façon l'art aux artistes, je préfère l'œuvre aux philosophes, je préfère ce qui reste à la personne, parce que souvent, ce qui reste, c'est justement la quintessence même de ce que l'individu pouvait donner. Autre archive sonore, chez Frémaux et Associés, un coffret de 4 CD. On en a parlé sur Aimé Césaire dans la collection Figures de l'Histoire. Sa biographie expliquée par la professeure de littérature francophone à Lyon, Véronique Corinus. Extrait sur l'invitation lancée à Aimé Césaire par son ami croate à venir passer les vacances d'été avec lui en 1936 et ce qui va en résulter. Aimé, qu'est-ce que tu fous à Paris? Tu t'emmerdes, c'est l'été. Viens me voir à Zagreb. Alors, celui qui lui adresse cette invitation, c'est son ami, Petar Guberina. C'est un étudiant croate en linguistique qu'il a rencontré en 1935 à la cantine de la Cité internationale. Alors, Césaire accepte l'invitation, il saute dans un train pour la Croatie et se rend à Šibenik, en Dalmatie. Arrivé à destination, c'est le choc pour lui. Tout lui rappelle son île natale, les us et coutumes, notamment les croyances, et surtout, dit-il, les paysages, le découpé de la côte, la mer. Un jour, son ami, Pierrot, comme il l'appelle, lui apprend que l'une des îles qu'il aime tout particulièrement contempler porte le nom de Martinska. Mais alors, s'écrie-t-il, c'est la Martinique, Pierrot. Passe-moi une feuille de papier. Et comme son hôte n'a pas de papier chez lui, eh bien, Césaire descend acheter un cahier d'écolier. Et c'est ainsi que débute l'écriture du cahier d'un retour au pays natal. Alors c'est donc un cours, c'est la genèse du cahier d'un retour au pays natal. Ce qu'on vient d'entendre, c'est pour ceux qui voudraient s'instruire à domicile en achetant ce coffret ? Oui, on fait des cours sur toutes les grandes figures de l'histoire. Donc Aimé Césaire, c'est gigantesque parce que c'est le grand intellectuel et esthète antillais à la fois, comme d'ailleurs Senghor le sera pour l'Afrique. Les deux vont inventer le concept de la négritude et vont être finalement le Black Power francophone et laisser un héritage gigantesque, un héritage de fierté à la fois pour les gens d'origine africaine et antillaise et à la fois pour les Français dans ce qu'on a pu faire de tolérance. Et donc, dans l'enregistrement que vous avez passé, c'est un cours de 3 heures de Véronique Corinus qui nous fait découvrir, qui nous explique et qui nous fait aimer Aimé Césaire. Donc, une collection immensément riche, mais ça finit par revenir cher. Je pense, par exemple, si on veut avoir l'intégrale de Mahalia Jackson, 17 volumes, 20 € chacun, faut les sortir, comme on dit, Patrick Frémaux. Oui, mais le nombre de gens qui sont prêts à avoir 17 heures de Mahalia Jackson, ou les 350 heures de la contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray, ou les 40 heures de l'intégrale de Django Reinhardt, sont, je dirais, les gens les plus avertis. Et il existe aussi beaucoup d'anthologies, beaucoup d'œuvres, beaucoup plus ramassées, pour un public qui veut simplement découvrir. Pour la dernière séquence de l'émission Le Speak French, Jean-Marie Chazot est allé faire un tour chez Frémaux avec des enregistrements réalisés entre 1962 et 2007 dans toutes les terres des Outre-mer. Radio-diffusion de la France d'Outre-mer. Ce jingle n'est pas dans la compilation, mais on y trouve des sons plus ou moins lointains, comme ceux enregistrés ici un beau matin d'octobre 1978 dans la forêt guyanaise. Dans l'océan Indien, à La Réunion, l'orchestre Toussaint de Sainte-Rose, enregistré en 2002, entonne un Sega en fanfare, tandis qu'en 1978, Firmin Viry expliquait la proximité du Sega avec le Maloya. Le Sega, c'est le petit frère des Maloya. Le petit frère des Maloya. Les enfants. Les enfants. Qui pomme d'amour. Pomme d'amour rouge. Qui rose. Pomme d'amour rouge, une comptine gravée à Rodrigue, qui n'est d'ailleurs pas dans l'outre-mer français, en 78, année d'enregistrement de ce chant de Noël aux Antilles à Marie-Galante. Qui à Noël dans la Palestine.
Il y a aussi Sans parole, l'accordéon d'Alain Orsini à Miquelon, ou comme ici une danse de l'île des Pins. Pour le reste, place aux langues autochtones, parfois difficilement transposables. Imagine-t-on un haka en français? Ici, ce chant guerrier est crié en marquisien, enregistré en 2006 à Paris. Pour vous, Patrick Frémaux, il y a un fil conducteur reliant toutes ces musiques, ou bien c'est juste une compilation artistique dictée par une logique administrative, celle des Outre-mer? Alors, d'abord, ce que vous venez de dire est vrai. Mais ensuite, oui, il y a un rapport entre la France et toutes ces cultures qui est symbolisé entre autres par la créolité, même si la créolité existe en Louisiane, existe chez les Cajuns. Et c'est la formidable mixité, les formidables échanges. Mais je suis toujours stupéfait qu'à La Réunion, il y ait des similitudes avec la Martinique, des similitudes alimentaires, des similitudes de vie, des similitudes même dans la musique, alors que ce sont des cultures qui ne se sont pas rencontrées. Et ça en dit beaucoup sur... Des influences finalement qui ont été à un moment donné les mêmes. Et peut-être des aspects universels dans ce qui pourrait être les cultures insulaires, ensuite mixées avec les cultures occidentales. Et pourtant, vous avez réalisé plus de publications sur la zone Caraïbe que sur l'océan Indien, justement, ou que sur le Pacifique, parce que vous disposiez de plus d'enregistrements, ou bien il y a plus de public potentiel? Alors d'abord à La Réunion, il y a le pôle régional des musiques actuelles qui fait un vrai travail, qui édite des disques. Donc on n'a pas besoin de vous. Voilà, il y a l'autorité publique, donc j'ai sorti des choses d'eux comme les fanfares de La Réunion. Sur le Pacifique, c'est beaucoup plus complexe et pourtant j'y suis allé plusieurs fois. Et c'est vrai que la culture des Antilles, elle a été enregistrée beaucoup à Paris. C'est une tradition qui remonte donc à Stélio, Balblomé. Et qu'il y a beaucoup de labels, beaucoup de petites maisons de disques que j'ai rachetées, comme Musique Monde, et que sous la direction de Jean-Pierre Meunier, on a pu faire un travail scientifique, mais qu'à la base, il y a une œuvre phonographique qui existe sur les Antilles, sur toute l'histoire, sur un siècle. Et vos spécialistes musicaux, ils le sont par zone géographique, par période ou par genre, Patrick Frémaux? Eh bien, un peu de tout. Oui, tout est possible. Ce sont toujours des collectionneurs, mais il faut trouver chez le collectionneur celui qui a intellectualisé et qui a une capacité d'avoir une approche scientifique d'historien. C'est toute la complexité de pouvoir réaliser les ouvrages tels qu'on les fait. Merci beaucoup, Patrick Frémaux. On peut consulter votre catalogue en ligne sur www.frémaux.com. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot et Denis Dégouff. Merci à vous tous.